Je viens de dire que dans l'historiographie, on réfléchissait assez peu à la notion de résistance. Alors, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour essayer de vous définir ce que j'entends par résistance ordinaire. Cette résistance pratiquée par les précurseurs de Toussaint, par les racines de l'arbre. Je vais vous donner quelques propositions de définition. Première proposition, la catégorie résistance est une catégorie problématique en histoire, car elle risque de masquer l'acceptation, d'abord, mais aussi la domination et les modalités d'ajustement à un ordre oppressif. Au fond, je vous parle de Spartacus ordinaire, mais beaucoup aussi ne se sont pas échappés, car beaucoup étaient victimes de l'ordre de terreur qui régnait à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Donc c'est une catégorie problématique. Je crois tout de même qu'elle est très opératoire, qu'il faut l'utiliser. Deuxièmement, la catégorie résistance en histoire est une construction sociale et culturelle, ancrée dans un contexte spécifique qui engage celui ou celle qui l'utilise. Quand on parle de résistance, on a tendance, et j'avoue que je le fais un petit peu, on a tendance à légitimer des luttes présentes. On a tendance à établir un lien entre des luttes passées et les luttes présentes et à venir. Quand on parle de résistance, on a tendance aussi à dévoiler une partie de qui on est. Ceux qui ont lu mon livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, savent sûrement que je ne suis pas très conservateur et je serais peut-être favorable des formes de résistance. Mais je dis ça au conditionnel, je ne veux pas me dévoiler totalement non plus. Troisième point dont j'aimerais vous parler, et je m'appuie ici sur le travail de deux sociologues, José Ángel Calderón et Valérie Cohen, qui sont les auteurs d'un livre que je vous recommande intitulé « Qu'est-ce que résister ? Usage et enjeux d'une catégorie d'analyse sociologique », un livre publié au Québec aux éditions Septentrion en 2014. Ces deux auteurs nous expliquent que utiliser le concept de résistance permet de révéler ce qui est habituellement invisibilisé. Je vais citer les deux auteurs. Identifier des pratiques à partir de la catégorie de résistance apparaît bien souvent comme un moyen de dévoiler des modes d'opposition qui sont invisibilisés par d'autres registres de classification, notamment ceux d'action et de mobilisation collective, de mouvement social ou encore de conflit. J'aimerais ajouter ici les conditions de production du nationalisme héroïque haïtien et les façons dont ce dit nationalisme ont orienté les perceptions du réel et l'imaginaire de l'héroïsme haïtien. En clair, la façon dont l'héroïsme haïtien a été pensé au XIXe siècle a invisibilisé totalement l'héroïsme des esclaves de la période esclavagiste. Parler de résistance, c'est une façon, je crois, extrêmement utile, et de culture de résistance, j'insiste sur ce mot, c'est une façon de s'insinuer dans la pensée des sans-voix, des opprimés, des esclaves, de ces esclaves que vous allez retrouver sur le site marronnage.info, qui ne voulaient plus travailler dans le modèle plantationnaire. Ils ne voulaient plus travailler dans le modèle plantationnaire entre 1699 et 1789. Ils ne voulaient pas non plus travailler dans le modèle plantationnaire au début du XIXe siècle. La raison pour laquelle ces anciens esclaves, pour la plupart africains, ont préféré le modèle du lacou, le modèle de la contre-plantation qui a été magnifiquement analysé par Gérard Barthélemy. Parler de culture de résistance, c'est parler d'un refus obstiné, d'un ordre des choses, d'une ratio, ce qui n'empêche pas l'acceptation, évidemment, d'un système dans son ensemble. Pensez-vous que les hommes et les femmes fugitifs, pendant la période esclavagiste, étaient capables de renverser le système de terreur? Bien sûr que non. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas jusqu'en 1791, jusqu'au mois d'août 1791. Un ordre des choses, une ratio. J'arrive à la fin de mes définitions, et j'arrive surtout à la définition la plus importante pour nous. Un acte de résistance, selon Gilles Deleuze, dans une conférence célèbre donnée à la FEMIS, l'actuelle École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, en 1700. Gilles Deleuze est éternel, mais tout de même. En 1987, Gilles Deleuze définit l'acte de résistance ainsi. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière elle l'est.
Et il continue, et c'est le plus important. L'acte de résistance, il me semble, a deux faces. Il est humain, et c'est aussi l'acte de l'art. Et écoutez bien Gilles Deleuze. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. C'est exactement résister à la mort. C'est exactement, je crois, ce que révèlent les annonces d'esclaves en fuite, publiées dans les affiches américaines entre 1766 et 1791. Ces racines qui, comme Toussaint, résistent à la mort. Des hommes et des femmes qui se soustraient temporairement à un système de terreur, à un système qui mène à la mort. Vous le savez, à Saint-Domingue, on meurt beaucoup. Environ 1 million d'esclaves sont transportés vers Saint-Domingue au XVIIIe siècle, alors que la population esclave n'est que de 500 000 à peu près en 1789. Un esclave avait une espérance de vie d'environ 3 ans lorsqu'il arrivait sur une plantation, au XVIIIe siècle. Les annonces pour esclaves en fuite que nous avons mises en ligne et que j'ai beaucoup étudiées révèlent l'existence d'une humanité à qui l'on demande de couper de la canne à sucre, à qui l'on demande de récolter du café, à qui l'on demande de dire oui et d'accepter, et qui pourtant s'échappe, danse, complote, ment, rend visite à de la parenté, se construit et entretient des réseaux de solidarité. Christophe Nation Brambara, qu'est-il allé faire? On ne lui demandait pas de partir, ça fait déjà 2 mois et demi qu'il est absent. Emmanuel est juste en dessous de lui, un nago, sans étampe, ayant les oreilles percées, taille de 5 pieds, 3-4 pouces, marron de Léogane depuis 6 semaines. Avec le retard, vous me laissez 45 minutes ou 1 heure? 45 minutes peut-être. 1h30, me dit Marcel. N'écoutez pas Marcel, ceci étant, comme monsieur le sénateur est là, peut-être pourra-t-il plaider en notre faveur afin que nous puissions aller peut-être au-delà de 19h30. Peut-être. Je devrais rentrer dans les temps. Vous m'avez dit 45 et comme je suis québécois, maintenant je suis très sage. Quand j'étais français, je pouvais parler très longtemps, mais maintenant je fais attention. Dans l'historiographie sur les résistances, j'aimerais vous parler d'un auteur extrêmement important qui s'appelle James C. Scott, auteur d'un livre intitulé Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance, un livre fondamental que je vous recommande, publié en 1985. Le livre ne parle pas de Saint-Domingue, il parle des stratégies, des luttes, des stratégies de lutte, des tactiques de lutte des paysans de Malaisie dans les années 1980 à la mécanisation de l'agriculture. Mais James C. Scott est fondamental pour comprendre ce qui se passe à Saint-Domingue et en Haïti au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Il parle des armes des faibles, les weapons of the weak. Car oui, les Spartacus, hommes et femmes du XVIIIe siècle, étaient armés. Ils pouvaient partir, s'absenter, se réapproprier leur corps. Ils pouvaient même le modifier. On voit régulièrement dans les annonces pour esclaves en fuite des mentions d'esclaves qui ont tout fait pour effacer les marques qu'ils portaient sur le corps, des étampes, des cicatrices, étampes et cicatrices que les esclaves vont tenter d'oblitérer avec un couteau, avec quelque chose d'abrasif. Les esclaves redeviennent propriétaires de leur corps. Ils ont des armes, comme nous le rappelle James C. Scott. James C. Scott parle de culture de résistance donc en Malaisie, et ce qui pour lui permet de définir une culture de résistance, c'est la répétition de l'acte. Dans les annonces, dans les affiches américaines, je vous l'ai dit, on parle d'environ 40 à 50 000 fugitifs, des hommes surtout, mais également des femmes, qui sans cesse s'échappent. Je crois qu'ici on peut tout à fait parler de culture de résistance, et en reprenant la définition de James Scott. Enfin, je suis toujours dans ma partie définition. J'aimerais terminer cette partie en vous parlant du travail de Michel de Certeau, auteur, vous le savez, d'un livre intitulé Les Arts de faire, 2 tomes. C'est un livre qui est fondamental pour moi et fondamental, je crois, pour nous, si nous voulons faire une place aux précurseurs de Toussaint, aux racines de l'arbre. Michel de Certeau définit la résistance de la façon suivante. Il établit une distinction entre, d'un côté, il utilise une analogie linguistique,
il établit une distinction entre d'un côté la performance linguistique et de l'autre côté la compétence. La compétence linguistique, c'est ce qui me permet et ce qui vous permet de parler. Vous avez appris des codes lorsque vous étiez enfant, des codes familiaux d'abord, des codes scolaires ensuite. Il y a des codes que vous apprenez. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre langage. Vous êtes libre de tordre les sons, vous êtes libre de prononcer comme les Québécois, les diphtongues de manière différente. Vous êtes libre de votre performance. Alors Michel de Certeau définit la résistance ainsi. La résistance, c'est la performance des faibles. C'est la persistance c'est la résistance des consommateurs, puisque Michel de Certeau parle des consommateurs dans notre monde actuel. C'est la résistance de ceux qui rusent, qui occupent les interstices, qui occupent les failles. C'est exactement ce qu'ont fait les Spartacus au XVIIIe siècle. C'est exactement ce qu'a fait Toussaint Louverture de 1791 à 1803. Il a occupé tous les interstices qu'il pouvait occuper. On ne sait pas trop ce qu'il a fait entre 1791 et 1794, mais il a réussi d'un interstice à l'autre à devenir un général en chef, et puis un gouverneur en chef, et puis un précurseur. Alors, souvenez-vous de cette notion de ruse, d'interstice, de faille. Les marrons, les grands marrons, parce qu'ils sont tous grands, il n'y a pas de petits marrons, les grands marrons sont des rusés. Des rusés. Ces interstices de résistance à Saint-Domingue se déploient sous nos yeux lorsque l'on lit et relit les petites annonces de fuite publiées dans le principal journal de Saint-Domingue, les affiches américaines. Les annonces pour esclaves en fuite fascinent les historiens, états-uniens surtout, depuis les années 60 au moins. Elles ne fascinent pas du tout les historiens français, du moins métropolitains. La raison en serait simple. Les annonces seraient populaires aux États-Unis et en général tout de même, pour une raison très simple. À l'inverse des autres sources à la disposition des historiens d'esclavage, les avis décrivant des esclaves en fuite seraient des sources faciles à localiser et à interpréter. En effet, vous le voyez, les annonces sont courtes et ne nécessitent pas une formation poussée en paléographie. Ce sont des sources innombrables s'accommodant de tous les tournants historiographiques, qu'il s'agisse récemment du tournant alliant histoire atlantique et histoire biographique, ou encore du tournant numérique, qui amène de très nombreux historiens à explorer les possibilités d'interprétation offertes par le monde de la programmation informatique. Je crois que les annonces pour esclaves en fuite, et en particulier celles de Saint-Domingue, restent en grande partie incomprises. Les annonces pour esclaves en fuite avaient-elles vraiment pour fonction principale de fournir au lecteur des informations objectives permettant de mener à la capture des femmes et des hommes qui s'étaient absentés? La réponse à cette question semble évidente. Bien sûr, pourquoi est-ce que les maîtres mettraient une annonce pour esclaves en fuite dans un journal si ce n'était pas pour retrouver leurs esclaves? Eh bien, en fait, les annonces donc, seraient des preuves que les esclaves, preuves que l'esclavage était une institution violente et fondée sur la terreur. De simples preuves. Et c'est vrai, ce sont des preuves de la violence, de la terreur, preuves de la volonté de liberté de milliers d'hommes et de femmes. Je crois cependant que les annonces nous disent beaucoup plus que cela. Ce sont des sources très, très complexes que je vous encourage à lire. Je crois que les annonces de fuite de Saint-Domingue n'ont pas qu'une visée mimétique, celle de retracer et de décrire aussi précisément que possible les contours de corps absents, mais bien aussi une visée purement et simplement narrative, celle de raconter une petite histoire, où les voix paradoxalement se mélangent. La voix du narrateur, d'abord, bien sûr, qui aimerait projeter un fantasme de puissance. Son esclave n'est plus là, mais il est capable de le décrire, il est capable de l'annoncer. Il est capable de dire qu'il est absent. Même si en soi, écoutez, lisons l'annonce qui est là. Emmanuel Nago, sans étampe, ayant les oreilles percées, taille de 5 pieds 3 à 4 pouces, marron de Léogane depuis 6 semaines. On est le 3 janvier 1788, il y a 500 000 esclaves à Saint-Domingue. Pensez-vous que l'annonce a véritablement une utilité mimétique pour retrouver Emmanuel Nago? Je crois qu'elle a d'abord comme fonction de rappeler que le maître a perdu un esclave, mais qu'il a encore du mal à l'accepter. Et donc l'annonce fonctionne finalement comme pouvoir de remplacement. Je vous le disais, donc les voix s'entrechoquent, s'entremêlent dans les annonces pour esclaves en fuite,
et sous la surface puissante des mots du maître, on peut très souvent entendre la voix des esclaves, le « il » ou le « elle » des annonces. Les annonces distillent et révèlent à la façon des autobiographies d'esclaves en fuite, vous connaissez sûrement Frederick Douglass aux États-Unis, bien plus que de simples données univoques, supposées objectives. Le narrateur, on n'a pas de nom de narrateur dans les cas que je vous montre ici. Les narrateurs ne sont pas seulement ceux qui achètent une partie de l'espace imprimé en échange d'un service désiré, l'arrestation et le retour du fugitif. Le récepteur, le lecteur idéal, n'est pas seulement celui ou celle susceptible d'arrêter l'esclave annoncé et de le ramener chez son maître. À travers l'annonce, le narrateur est engagé dans une démarche double, je crois. Il parle de lui, à travers l'esclave, il parle de son pouvoir, perdu, et il fait parler indirectement l'esclave. Il lui donne du pouvoir, il met en scène un acte de résistance. La rencontre de ces deux voix, et, je cite ici Gérard Genette, le cercle de leur renvoi réciproque, font de l'annonce une forme de récit biographique de nature polyphonique. Et tous ces récits biographiques, il y en a plus de 10 000, forment, je crois, une biographie collective, celle des précurseurs dont je vous parlais en introduction de ma conférence. Ce récit biographique s'adresse autant aux esclaves qu'à ceux et celles partageant avec les narrateurs le pouvoir social, ainsi qu'aux narrateurs eux-mêmes, confrontés à travers la fuite au refus d'un homme ou d'une femme de se soumettre à leur pouvoir supposé légitime. Je vous dis que les lecteurs sont aussi les esclaves parce que ne pensez pas que les esclaves ne sont pas au courant que les maîtres parlent d'eux. Les esclaves se font lire le journal, ont des amis imprimeurs, des esclaves qui travaillent à l'imprimerie des affiches américaines et qui les préviennent. Ce que vous voyez là derrière moi sont des mots qui circulent à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Récit, histoire et narration. Texte, mais aussi, je cite là un historien américain, Hayden White, texte et fiction de représentation factuelle. Je crois que les annonces sont des fictions de représentation factuelle. Au fond, je vous propose de lire les annonces de fuite de Saint-Domingue comme des rapports écrits au monde. Des rapports d'angoisse, puisque des milliers d'esclaves s'échappent à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, en dépit de la peur, en dépit de la terreur, en dépit des supplices. Assez souvent, pour les narrateurs, l'annonce de fuite est d'abord l'occasion de rappeler l'infériorité raciale des esclaves et de minimiser ainsi la signification et les enjeux de leur acte de résistance. L'annonce participe de manière directe et indirecte à la construction et à la perpétuation quotidienne de l'idée d'infériorité raciale sur laquelle repose l'esclavage des Noirs à Saint-Domingue. Les annonces pour esclaves en fuite reposent sur une habitude de lecture et sur un monde de relations familières. Il est rare qu'un numéro de journal, des affiches américaines ne publie pas d'annonces de fuite. Les annonces sont des inscriptions corporelles, des inscriptions raciales. Dans les annonces pour esclaves en fuite, le corps du fugitif ou de la fugitive est souvent difforme ou laid. Quelle est l'utilité de décrire la difformité supposée d'un corps, ou la laideur supposée d'un corps, ou la forme des lèvres, ou la grosseur des seins, si ce n'est de rappeler tout simplement l'infériorité du sujet que l'on décrit. Le corps des femmes est toujours un corps difforme dans les annonces pour esclaves en fuite. Les femmes ont toujours une poitrine difforme. Les esclaves hommes, des nez difformes et laids. Pourquoi rappeler ces détails, si ce n'est de construire encore et encore à chaque jour l'idée de race, qui est une idée, bien sûr, et non pas un donné. Lorsque le fugitif n'est pas laid, il est souvent décrit par le champ lexical de la grosseur, de la disproportion. L'annonce est caricature, elle procède de l'hyperbole. Bien sûr, je vous l'ai dit, la voix du narrateur dans les annonces peut paraître toute puissante, écrasante dans sa racialisation. Mais il arrive également fréquemment que la voix des esclaves soit audible, bien qu'elle soit généralement rapportée au style indirect et donc tronqué. Je voulais vous montrer aujourd'hui des annonces qui mettent en scène Macandal et qui font entendre sa voix. Mais puisque je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a des forces occultes qui ont fait en sorte qu'Internet ne fonctionne pas pour qu'on n'entende pas la voix de Macandal. Je ne peux pas vous la présenter. Et je vous encourage évidemment à aller à suite sur le site
et à écouter Macandal.